Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être fidèle à Dimanche en politique en Bourgogne. Aujourd'hui, je reçois le député de la Nièvre, Christian Paul. Bonjour Christian Paul. Bonjour. Alors, on va donc parler de l'avenir de la gauche jusqu'à midi, mais aujourd'hui quand même, c'est jour de vote. C'est le premier tour de la primaire de la droite et du centre. On connaîtra les résultats ce soir, a priori. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette campagne? Vous avez regardé le débat jeudi soir? J'ai regardé les trois débats, peut-être par conscience citoyenne. Et vous allez voter? Bien sûr que non. C'est une primaire qui est, si j'ai bien compris, celle des citoyens qui se retrouvent dans les valeurs de la droite et du centre. Donc ce moment démocratique n'est pas le mien. Nous aurons une primaire de la gauche. À la fin du mois de janvier, donc il faut déjà le dire. J'ai regardé ces débats, je les ai trouvés sur la forme assez convenus. J'espère que pour les débats de la primaire de gauche, on arrivera à trouver peut-être une forme moins figée dans ces échanges. Mais là n'est pas l'essentiel. La forme l'emporte pas sur le fond. Et sur le fond, je dois dire une profonde déception. Alors vous allez me dire pourquoi vous, qui êtes à gauche, vous vous inquiétez du vide parfois ou du manque d'imagination des candidats de la droite. Mais je pensais que pendant 5 ans, ils avaient eu la possibilité de renouveler d'une certaine façon le projet politique de la droite. Et je trouve ce projet, tel qu'il est exposé là par ces candidats, l'une ou l'un d'entre eux sera le candidat à l'élection présidentielle, donc sera évidemment au premier plan. J'ai trouvé que, en fait, il y avait un formidable retour en arrière. 500 000 suppressions de postes dans la fonction publique. François Fillon, 300 000 pour les autres dans la fonction publique. On se demande où. Alors c'est des policiers, des gendarmes, des infirmières, c'est les services publics, celui-ci qui peut être aussi évidemment profondément dégradé, la suppression de l'impôt sur la fortune et au total. En gros, vous les mettez tous dans le même panier, quoi. Et, bien sûr, il y a des moments où on comprend que ces candidats sont pas à côté de la modernité. Ils savent qu'Internet existe depuis 20 ans, mais je n'ai pas trouvé de souffle nouveau, je n'ai pas trouvé d'idées nouvelles. Et après 5 ans dans l'opposition, je pense qu'il aurait été nécessaire que la droite revienne, non pas avec un esprit de revanche, mais plutôt avec la volonté de mettre un projet sur la table, que les Français aient envie véritablement. Et je pense que les Français, c'est ce que j'entends, n'ont pas été convaincus par ces débats. Et en tout cas, moi, je les ai trouvés... Combien seront allés voter, en tout cas. Plutôt régressifs, ces programmes. On va voir combien seront allés voter ce soir. Et vous avez un favori? Ou pas du tout? Ce n'est pas ma primaire. Alors, en tout cas, cette primaire de la droite est mieux organisée que ne l'est celle de la gauche, à vous croire, puisque vous avez fait une déclaration à l'AFP, c'était vendredi soir. Je vous cite, il y a un retard à l'allumage. Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire que il y a une menace sur ces primaires? Ces primaires, nous les avons voulues, nous les avons obtenues. Au départ, contre l'avis du président de la République, de l'état-major du Parti socialiste qui n'en voulait pas. Donc maintenant, il faut en faire un grand événement démocratique. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit le moment de l'inventaire du quinquennat et le moment où des projets politiques, je l'espère moi, pour une alternance à gauche, après ce quinquennat qui a beaucoup déçu, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc je souhaiterais qu'il y ait vraiment... C'est vous qui l'avez dit. Oui, mais vous avez rappelé que je l'ai écrit. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on mette vraiment le turbo. C'est-à-dire qu'il y ait une préparation plus intensive, qu'il y ait de très nombreux bureaux de vote, pour qu'on n'ait pas à faire 20 kilomètres pour aller voter les 22 et 29 janvier à cette primaire citoyenne. Je souhaite que ce soit des millions de gens qui se saisissent de cette primaire, donc il faut faire de l'information autour de cette primaire. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des primaires de la droite, mais je souhaite que dès le lendemain du second tour de la primaire de droite, on parle vraiment de la primaire de gauche, pas comme une punition, mais comme vraiment un événement démocratique permettant aux citoyens qui, eux, se retrouvent dans les valeurs de la gauche, de choisir leur candidat, donc de choisir véritablement le destin de la gauche dans cette élection présidentielle qui va être une élection extrêmement difficile, évidemment. Alors justement, dans l'actualité aussi de cette semaine, il y a eu la candidature hors primaire d'Emmanuel Macron. Une candidature irrévocable, a-t-il précisé. Alors est-ce que c'est un épiphénomène, comme certains semblent le penser, Emmanuel Macron? Mais alors, est-ce que finalement c'est quand même le symbole vis-à-vis des partis traditionnels dont il s'affranchit littéralement là? Un affranchi, Emmanuel Macron? Il s'affranchit des partis, en tout cas. Emmanuel Macron est un
produit chimiquement pur de la politique et de l'économie à la française. C'est ce que vous avez dit, mais alors c'est un produit frais, c'est ce que certains... oui, si on regarde l'état civil. Si on regarde les idées, je ne les trouve pas radicalement nouvelles. Dans les quelques propositions qu'il a faites en matière économique, sociale, de système de retraite, temps de travail, je n'ai pas trouvé ça furieusement révolutionnaire, d'autant plus que c'est généralement déjà dans les propositions, alors pour certaines d'une partie du patronat, plutôt la partie moderne du patronat français, et c'est des propositions qu'on trouve d'ailleurs chez quelques-uns des candidats à la primaire de la droite. Tout ça n'est pas très étonnant. Donc, est-ce que Emmanuel Macron il n'est pas de gauche, prospère, alors pour vous. Il ne se revendique pas réellement de la gauche. Est-ce que Emmanuel Macron prospère sur la dévitalisation des partis politiques? Certainement. Mais cette dévitalisation, je suis l'un des premiers à le regretter. Et est-ce qu'il prospère sur la déception à l'égard du quinquennat de François Hollande? Bien sûr. Il est aujourd'hui d'ailleurs un procureur de ce quinquennat. Simplement, devant la situation qui est créée par 4 ans et demi d'exercice du pouvoir par François Hollande, mais Manuel Valls aussi, il y a 2 attitudes possibles. Celle d'Emmanuel Macron, j'allais dire sur le flanc droit, en allant chercher quand même dans les recettes libérales des réponses à la situation économique du pays, et puis une autre façon, une autre attitude possible, une autre sortie de cette crise démocratique qu'a été le quinquennat de François Hollande, en allant chercher une alternance à gauche, et je la crois possible. Mais c'est quand même une épine supplémentaire dans le pied de la gauche, non? Je crois que c'est surtout une raison de plus qui rend extrêmement difficile une candidature de François Hollande à l'élection présidentielle. Vous savez, moi je suis persuadé que le président s'est auto-empêché, en quelque sorte. Mais il a aujourd'hui beaucoup de difficultés à pouvoir mettre en avant une candidature quand un grand nombre de ceux qui le soutenaient, jusqu'à une date récente, y compris Emmanuel Macron, désertent en quelque sorte l'Élysée. Et vous savez, Emmanuel Macron, puisque vous m'avez interrogé sur la nature même de cette... voilà, un personnage nouveau dans la vie politique. Moi, je l'ai vu pendant 4 ans et demi auprès de François Hollande d'abord, à l'Élysée, principal conseiller économique, et ensuite comme ministre de l'économie. Je vous dis franchement, je n'ai pas été impressionné. On a bataillé des jours et des nuits à l'Assemblée nationale sur une loi qui porte son nom, qui n'a pas trouvé de majorité. Il a fallu faire appel à l'article 49.3. Là, quand on parle de révolution démocratique, c'est une révolution démocratique à l'envers. Et j'ai trouvé en lui un défenseur inconditionnel à l'époque de la politique que menait François Hollande. Sur lequel je suis prêt d'ailleurs à ce qu'on ait quelques instants d'inventaire, si vous le souhaitez. On va en parler, mais d'abord, vous avez aussi annoncé, alors c'était hier, en tout cas c'est l'entourage de Martine Aubry qui a annoncé hier matin la tenue d'une réunion le 26 novembre. Alors il va y avoir, alors c'est la réunion des 2 socialistes, 2 communistes, alors pas tous j'imagine, d'écologistes. Il va y avoir Martine Aubry, Christiane Taubira, vous-même notamment. Ça sert à quoi ce genre de réunion? À rallier encore une fois de plus les opposants de François Hollande? Non, tout ça c'est dépassé. Je crois qu'il faut tourner la page de ce quinquennat. Il faut le faire d'ailleurs sans polémique, avec un peu de gravité d'ailleurs, parce qu'il y a eu encore une fois beaucoup de tristesse à vivre cette période, je le dis clairement. Nous nous sommes battus pendant 10 ans dans l'opposition pour avoir une alternance. Nous la gagnons grâce aux Français qui font confiance à la gauche en 2012. Et ensuite, on voit la façon dont les engagements n'ont pas été sérieusement tenus. Donc il y a aujourd'hui des moments où on se rassemble avec ce que j'appelle la grande gauche. La grande gauche, c'est celle de 1981, mais aussi de 2012. C'est celle qui exerce des responsabilités dans de nombreuses collectivités françaises, et pas seulement à Paris. Donc cette gauche-là, qui veut tourner la page du quinquennat de François Hollande, il est naturel qu'elle se retrouve pour échanger, pour travailler et pour inventer l'avenir. Parce qu'on ne va pas rester scotché au bilan de François Hollande, au terme d'un quinquennat extrêmement
défensif, qui n'a pas tenu ses promesses, qui a été un moment de réformisme tiède, qui a manqué d'ambition. Donc, vous savez ce que je reproche aujourd'hui à François Hollande et à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, c'est pas seulement ce virage libéral sans préavis, c'est avant tout d'avoir manqué d'ambition pour la France, d'ambition transformatrice, celle que nous avions imaginée quand, au Bourget ou ensuite dans les élections législatives, nous portions les couleurs de ce changement. Est-ce que vous-même, en tant que porte-parole un peu de ce qu'on a appelé les frondeurs, vous n'êtes pas co-responsable finalement de cela et de l'opinion qu'on a vis-à-vis de François Hollande? Il a été critiqué par vos amis, je pense notamment à Philippe Baumel qui était sur nos plateaux dès le mois d'août 2012 et qui déjà disait ce quinquennat vers l'échec. On a l'impression qu'il n'a jamais été soutenu quand même par vous et que vous n'avez jamais vraiment accepté l'issue de la primaire. Nous avons en commun avec Philippe Baumel et beaucoup d'autres d'avoir pendant 2 ans, 2012-2014, d'avoir voté les textes qui étaient proposés par le gouvernement. Nous exprimions des inquiétudes, des désaccords, mais on était en début de quinquennat, le président avait la légitimité du suffrage universel de l'élection présidentielle, et donc nous n'exprimions pas ces doutes forcément de façon très publique. Mais dès 2014, nous avons lancé l'alerte. Nous avons été les lanceurs d'alerte de ce quinquennat. Pas, les médias parlent de fronde. Moi, je parle de lanceurs d'alerte. Loyaux, oui, mais les Français n'ont pas à élu nos engagements. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon. Les Français n'ont pas élu François Hollande pour la politique qu'il a menée. En tout cas, beaucoup d'électeurs de gauche, et ils me le disent en permanence. Pas seulement dans l'Agna, mais partout. Ils nous disent en permanence, nous avons fait confiance au président de la République, nous avons été déçus. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent, encore une fois, à leurs convictions. La plupart d'entre eux, et je l'espère, sont au fond d'eux-mêmes restés à gauche, mais ils expriment de la colère. Et donc c'est à cette colère qu'il faut être capable de répondre. Sinon, tous les déçus, tous ceux qui sont en colère, ils sont nombreux. Que vont-ils faire dans les années qui viennent, pas seulement en 2017, mais durablement? Ils vont se réfugier dans l'abstention, c'est-à-dire dans la désertion de la démocratie, ou bien ils iront grossir les rangs de celles qui rêvent de marcher sur l'Élysée, et ce qui serait, c'est vrai pour la France aussi, une véritable catastrophe politique. Donc voilà, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvions pas rester planqués dans la tranchée en attendant que ça passe. Et c'est pour ça que, très en amont dans le quinquennat, nous nous sommes levés. C'est inédit sous la Ve République, c'est vrai. Mais moi, je ne regrette pas de l'avoir fait, même si ça a été parfois, c'est vrai, douloureux. Alors vous savez ce qu'il a dit de vous dans le fameux livre Un président ne devrait pas dire ça. Vous savez ce qu'il a dit des frondeurs. Il a dit. Je vois que vous avez des lectures. Je peux vous conseiller quelques bons romans. Mais il a dit une agrégation de gens intelligents, donc il vous prend pour des gens intelligents, peut faire une foule idiote. En fait, est-ce qu'il considère quand même que vous avez eu un comportement de meute finalement? Je vais vous citer ce que nous a dit le président de la République la seule fois où nous l'avons rencontré en groupe. Ceux que vous appelez les frondeurs. Il nous a dit, après nous avoir entendus, il y avait là une quinzaine de députés qui lui ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Il y avait d'ailleurs des députés bourguignons, il y avait Kerabouziane qui est député de Côte d'Or, moi-même et Laurent Baumel et d'autres. Il nous a dit, le problème avec vous, c'est que vous êtes sincères. Voilà. Et je préfère retenir cette phrase, parce qu'elle définit bien le rapport que nous avons eu avec lui pendant ces 5 années. Nous étions sincères, nous étions fidèles à nos engagements. Et nos engagements, Éric Cicot, ne sont pas ringards. Quand nous disions en 2012, il faut un partage des richesses, il faut une véritable réforme fiscale, quand nous disions il faut un redressement productif qu'apportait Arnaud Montebourg avant cette purge de la rentrée 2014, je pense que nous étions à la fois fidèles à la gauche, à nos engagements, et puis porteurs aussi de ce qui est nécessaire pour la France. Voilà, donc encore une fois, François Hollande sera peut-être, je n'en sais rien, candidat à la primaire de la gauche, à cette primaire citoyenne, eh bien, il rendra compte. Vous ne savez pas, vous doutez encore? Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de circonstances qui rendent difficile sa candidature. Son bilan, la désaffection de pans entiers de sa majorité qu'il a laissé partir. Vous savez, le temps que François Hollande a passé pour le livre dont vous parlez avec 2 journalistes, j'aurais préféré qu'il le passe un peu plus avec nous. Peut-être nous aurions réussi à le convaincre. Mais pour vous, vraiment, on a l'impression que, du coup, rien n'a été
côté positif. Alors je pense évidemment au mariage pour tous, à la réforme du collège, tout ça c'est à balayer. Il n'y a absolument rien à retenir dans ce quinquennat. On a l'impression quand même que c'est un quinquennat catastrophique. Il y a suffisamment de courtisans pour tresser les louanges que je ne crois pas utile d'en rajouter. Mais en même temps, je ne confonds pas un instant ma droite et ma gauche. Je n'ai jamais dit ou pensé que François Hollande faisait la même politique que Nicolas Sarkozy. C'est parfois ce qui nous distingue d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Je vois très bien dans les programmes ultralibéraux des 7 candidats de la droite ce que viendrait aggraver et amplifier par rapport à la situation actuelle la victoire de l'un d'entre eux. Et donc j'ai voté des lois. J'ai apprécié l'effort fait en fonction, en direction de l'éducation nationale. Vous savez, quand il y a 60 000 postes de créés, ça veut dire que on freine quand même un peu les suppressions de postes, y compris dans mon département de la Nièvre. Donc oui, j'ai apprécié cela. Oui, j'ai apprécié l'action de Christiane Taubira. Oui, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce qu'ont fait Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti quand ils étaient au gouvernement. Donc, tout n'est pas acheté avec l'eau du bain. Mais jamais, jamais, ça n'est pas. Encore une fois, moi, je ne suis pas un procureur. Je suis un citoyen, un élu, élu du peuple à l'Assemblée nationale, chargé aussi de contrôler l'action de l'exécutif. Au moins, pensais-je que nous pouvions le faire. Mais c'est vrai que dans la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui, le Parlement a été vassalisé, la séparation des pouvoirs n'existe plus, il y a des députés qui sont davantage des porte-parole des ministres que véritablement des élus de la représentation nationale. Tous ces mots gardent un sens pour moi, et nous avons vu tout au long de ce quinquennat que le Parlement était interdit d'action, et l'article 49.3 qui a été utilisé à 2 reprises pour la loi Macron et pour la loi El Khomri me paraît relever justement de ce grand dérèglement des institutions. Et ça, il faut le réparer à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. Alors, donc vous n'êtes pas sûr que François Hollande se déclare. Il y en a un qui attend. Et de plus en plus, c'est Manuel Valls. Il se pose de plus en plus en recours. Hier samedi après-midi à Évry, il a dit qu'il était prêt à mener le combat pour 2017. Pour vous, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc Je pense que Manuel Valls, que je connais depuis longtemps, est prêt à mener ce combat depuis plusieurs décennies probablement. Vous savez, il fait partie de celles et ceux, ce n'est pas réservé à un sexe et non à l'autre, qui ont pensé très tôt, très jeune, tout petit, que l'élection présidentielle était la seule façon qu'il y avait de servir son pays. Mais moi, je pense que ça n'est pas la seule façon de servir la France. Il y en a d'autres. Donc vous n'y croyez pas alors à Manuel Valls? Mais écoutez, Manuel Valls est visiblement dans les starting blocks. Il a des fourmis dans les jambes. Si François Hollande décide de ne pas être candidat ou n'est pas en situation de l'être, probablement voudra-t-il prendre la relève. Mais justement, il y a des primaires. Et s'il n'y avait pas de primaire aujourd'hui, ça serait... En tout cas, ce ne sera pas votre candidat, ça serait, vous l'avez parfaitement déduit de mes propres engagements. Mais heureusement qu'il y a la primaire d'ailleurs, parce que si elle n'était pas là, cet outil démocratique est la primaire, qui n'est pas un piège, comme je l'entends parfois, mais qui est une façon de réguler la situation à gauche dans un moment de grande difficulté politique, eh bien, ça serait le feu d'artifice. Il y aurait 3 ou 4 candidats. C'est déjà le cas. Regardez, dans vos propres rangs, alors, dans la primaire, on a Marie-Noël Lienemann, Gérard Filoche, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Je prends le pari que quand on sera donc pas dans l'avant-primaire, mais dans le temps du dépôt des candidatures, il y en aura moins. Il y en aura moins. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Parce que franchement, déjà... J'en suis certain, mais c'est une primaire. Et dans cette primaire, encore une fois, que des femmes et des hommes qui ont été, d'une certaine façon, sous l'éteignoir, mis sous cloche pendant 2 ans, aient envie de s'adresser aux Français, de leur dire, non pas et haut la gauche, mais leur dire, le 22 et le 29 janvier 2017, venez prendre en main le destin de ce pays à travers une primaire à gauche. Voilà. Et ça, je pense que c'est un signe de vitalité. Aujourd'hui, le pays est, par bien des aspects, démoralisé. Il y a un regard très critique des citoyens sur la politique. Donc, il faut se saisir de cette primaire. C'est le contraire d'une aventure individuelle. Mais en même temps, il y aura donc sans doute un candidat issu de ces primaires.
Il y aura aussi Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'a pas voulu y participer. Il y aura le candidat écologiste Yves Jadot. Il y aura, sans compter l'extrême gauche, il y aura aussi donc Emmanuel Macron qui grignote aussi sur une partie de la gauche. C'est suicidaire cette attitude, non? Et vous le dites à qui? À eux ou à moi? Parce que moi je plaide, depuis de longs mois, et je l'ai redit encore très récemment, je plaide pour une grande primaire de toute la gauche et des écologistes. Ceux qui s'y opposent, chaque jour qui passe rend difficile les choses. Tous ceux qui s'exonèrent de la primaire vont avoir une responsabilité énorme dans le résultat de l'élection présidentielle. On ne peut pas dire à la fois que c'est le retour des années 30 avec Marine Le Pen ou la revanche de Nicolas Sarkozy ou d'un autre à travers la victoire possible de la droite et ne pas en tirer des conséquences. Moi, j'en ai tiré des conséquences. J'en ai tiré des conséquences très claires en disant il ne faut pas multiplier les candidatures et il faut le faire dans le cadre d'une primaire citoyenne. Je pense que si chacun, de Macron à Mélenchon, avait partagé cet esprit de responsabilité, on aurait peut-être un peu moins d'inquiétude. Ça ne garantit pas la victoire de la gauche, la primaire, mais ça évite un éparpillement insensé. Mais vous savez pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne veut pas participer? Il dit si jamais François Hollande la gagne, je ne veux pas appeler à voter pour François Hollande. Vous le ferez sans problème. Mais je considère que François Hollande, d'abord, s'il est candidat, s'il la remporte. Pas forcément candidat, je pense qu'il y a quelques obstacles. Et par ailleurs, je pense que la primaire peut se gagner à gauche, réellement, avec une gauche authentique et moderne. Et si Jean-Luc Mélenchon pense un instant qu'il peut gagner l'élection présidentielle, mais qu'il peut être battu à la primaire citoyenne, c'est pour moi une contradiction qu'on ne peut pas dépasser. Donc je pense que chacun aurait dû avoir à cœur, ça aurait été l'honneur de tous, de participer à cette primaire, de défendre des projets, et les quelques millions de citoyens aurait pu en effet sélectionner le candidat avec 2 tours d'élection. Ça donne la possibilité, c'est vrai, dans un premier temps de réduire le champ des possibles et dans un deuxième temps de choisir un candidat. Et je pense que cette formule, qui n'est pas magique, a néanmoins permis en 2012 à la gauche de gagner l'élection présidentielle et pourrait permettre en 2017 de ne pas la perdre. En tout cas, au vu du contexte, ça semble bien mal parti pour la gauche. C'est pour ça que je suis très inquiet, je veux le souligner si vous le permettez. Je pense qu'il y a un risque d'effacement de la gauche dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'éparpillement des candidatures, évidemment, est un poison mortel. En plus, donc, vu le contexte international, il y a eu quelques mois le Brexit, on vient d'avoir l'élection de Donald Trump aux États-Unis, je ne parle même pas des pays d'Europe qui tendent vers le populisme. Est-ce que vraiment les pays occidentaux là, tendent vers le populisme, justement, se droitisent? S'ultra-droitisent. La raison de fond de tout ce qu'on observe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au centre de l'Europe aussi, c'est souvent les conditions de vie réelles des gens. C'est l'appauvrissement, c'est la désindustrialisation, c'est la pression extrêmement forte de la mondialisation dans ce qu'elle a de plus brutal. C'est ceux qui n'en profitent pas. C'est ce qui produit, oui. Ouais. Ce sont ceux qu'on appelle les perdants de la mondialisation. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on est ouvrier dans le secteur automobile, aux États-Unis ou en Europe, quand toutes les productions depuis 20 ou 30 ans sont délocalisées, que l'Europe ne remplit pas sa fonction de protection, d'organisation des marchés, de soutien à des filières stratégiques, on peut comprendre, même si on ne le partage pas, parce que les conséquences, les remèdes peuvent être plus graves que le mal. On le verra aux États-Unis dans quelques mois avec Donald Trump. Je ne partage pas évidemment ce choix-là, mais je vois très bien quelles en sont les causes. Et pour vous, vous dites dans votre livre aussi par rapport à la France, là plus précisément, que ce n'est pas la France qui se droitise, mais c'est la gauche qui s'efface et qui s'affadit. Oui, la gauche quand elle s'oublie, ne doit pas être surprise de voir... Mais il y a des gens qui se prononcent vraiment pour des mesures de gauche. Je pense à Mélenchon, je pense à vous. Ça prend pas. Mais parce que regardent les Français aujourd'hui? Ils regardent la chronique du quinquennat. Avec ses résultats ou son absence de résultats. Il regarde la façon dont la fonction présidentielle a été utilisée. Il regarde la manière dont les fractures territoriales demeurent intactes. Vous savez, les Français, ils n'ont pas le sentiment d'être plus libres ou plus égaux, ou plus fraternels 4 ans après. Or, c'était ça la promesse de 2012. Être plus libres, plus égaux,
et si possible plus fraternelle. Alors il faut les îles et l'archipel, donc les îles, hein, c'est les différentes composantes de la gauche, vous dites qu'il faut recomposer cet archipel. Il faut sortir du PS, selon vous. C'est un internaute qui nous redemande pourquoi on ne sort pas de ce PS qui a fait monter François Mitterrand. En fait, c'était le but de François Mitterrand pour accéder à l'Élysée. Les îles et l'archipel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche a toujours été plurielle. Depuis Jean Jaurès et le restera à l'avenir. Parce que moi je pense que la gauche ne meurt jamais. Elle doit changer, mais elle ne disparaîtra pas. Les partis peuvent disparaître. Il y a des partis dont l'histoire... Vous souhaitez que le PS disparaisse? Je pense qu'il faut sortir des murs. Je ne dis pas qu'il faut partir dans des aventures. Hein, parce que si pour la gauche l'avenir c'est une sorte de crépuscule avec des groupuscules, vous voyez, on imagine bien ce film-là. Et donc je ne dis pas qu'il faut se disperser. Je dis qu'il faut de façon très volontariste, très imaginative, changer ces partis. Ils ne sont plus en état simplement d'être rénovés. Et donc j'appelle, c'est vrai dans ce livre, c'est l'une des raisons. Et je le fais aussi pour la France, parce que si la gauche française n'existe plus, que restera-t-il? L'illusion de l'extrême droite, la droite dure et quelques ersatz au gré des élections présidentielles. Donc non, je pense qu'il faut réinventer la gauche française. C'est pas un jeu de mécano, c'est quelque chose de très sérieux et il faut le faire évidemment avec beaucoup de ceux qui sont engagés aujourd'hui dans la gauche politique, syndicale, associative et culturelle, mais aussi avec une nouvelle génération. S'il n'y a pas de relève de génération, là pour le coup, on pourra s'interroger sur le coma clinique de la gauche. Allez, il nous reste 30 secondes. Vous ne nous avez pas dit qui vous allez soutenir pour cette primaire, parce qu'on vous a vu au Mont-Beuvray avec Arnaud Montebourg, puis ça, vous n'étiez plus à Frangy, vous n'étiez pas à Frangy. Alors est-ce que vous J'étais à La Rochelle. Oui, le Mont-Beuvray, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Oui. Voilà. Mais alors vous êtes pour Hamon ou pour Montebourg? Voilà. On y sera, j'espère, l'année prochaine. Je donnerai mon parrainage à l'un d'entre eux, évidemment. Mais comme j'ai la responsabilité d'animer un courant d'idées au sein de la gauche et du Parti socialiste, j'ai pensé qu'en ce moment, j'avais mieux à faire, effectivement, que de rentrer dans cette période-là. J'avais à animer un courant, j'avais à faire en sorte que la primaire, justement, ne connaisse pas de retard à l'allumage, et c'est à cela que je me consacre. On va suivre tout ça. Merci Christian Paul d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique se poursuit juste après le flash régional. Aujourd'hui, Francis Letellier reçoit Marine Le Pen. Et la semaine prochaine, ici même, place au débat, nous évoquerons l'avenir des centres-villes avec les maires de Mont-Soleil-Mines, de Nevers et de Joigny. Bon dimanche à tous. Merci. Merci.